Les vraies voix qui font rouler la France. Soyez les bienvenus, les vraies voix qui font rouler la France. BMW, marque incontournable du segment premium, pionnier de l'électrique et leader des voitures haut de gamme, fête son 3 millionième véhicule électrique livré. On va en parler et on va parler d'avenir, surtout sur le 100% électrique à l'horizon 2035. Vincent Salimon sera avec nous dans quelques instants, CEO de BMW Group France. La nouvelle Twingo électrique dévoilée la semaine dernière fait réagir. Conçue en grande partie en Chine et produite en Slovénie, elle interroge sur l'avenir de nos centres d'ingénierie. Après les usines, l'Europe de l'Ouest risque-t-elle aussi de perdre son savoir-faire ? Sylvain Resser, rédacteur en chef automobile au Figaro, est avec nous. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France. Les infos qui roulent de François-Louis Bourneau. L'auto, monsieur Fernand. L'auto. Bien sûr. C'est officiel, Cécile. Oui, la vignette des automobiles de collection devient donc une réalité. Voilà, un petit autocollant vert comme un badge d'honneur à coller sur le pare-brise. Ce sésame lancé par la Fédération française des véhicules d'époque est disponible au tarif unique de 15 €, valable 5 ans. Il est réservé aux véhicules de plus de 30 ans dont la production s'est arrêtée et qui sont conservés dans leur configuration d'origine, c'est important de le rappeler. Alors on ne parle pas véritablement d'un passe-droit, mais d'une petite reconnaissance, celle d'un patrimoine vivant, celui des moteurs qui racontent l'histoire industrielle de la France et que vous continuez à voir de rouler. Merci, merci beaucoup. Moi, je suis très content qu'il y ait ce petit badge. Bah oui, ce petit badge. Je suis très content. Il est content. Voilà. Il est content, il a son petit badge. Ça change de la vignette critère. Oui, c'est ça, c'est la même chose, mais en version plus positive. Nous, on fait tout pour rendre heureux François-Louis Bourneau, parce que Voilà. donc, cette vignette, on l'a fait pour vous, sachez-le. Sachez-le. Je l'ai demandé depuis longtemps. Allez, parlons BMW avec Vincent Salimon qui est avec nous, et merci d'avoir accepté Merci à vous. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir François-Louis. notre invitation, mon cher Philippe. Oui, BMW, référent du segment premium grâce à ses moteurs thermiques, doit désormais basculer vers le 100% électrique d'ici 2035. Comment cela transforme-t-il la marque ? Alors, Vincent Salimon, aujourd'hui, la part des véhicules en Europe électriques reste faible, entre 15-16%. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le 100% électrique à l'horizon 2035, ça vous semble réaliste ? Alors, c'est possible pour certains constructeurs, en l'occurrence c'est possible pour BMW. Après, est-ce que c'est possible pour les consommateurs ? Est-ce que c'est acceptable pour les consommateurs ? En l'occurrence, a priori non. Et on le voit bien, vous l'avez dit Philippe, la part de véhicules électriques sur le marché européen n'arrive pas à progresser. La part de véhicules sur le marché français n'arrive pas à progresser, puisqu'on plafonne aussi à 18%. Pourquoi ? Parce qu'on constate bien que l'électrification à marche forcée, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que pour BMW, c'est pas un souci, parce que ça fait 15 ans qu'on a lancé notre stratégie en termes de véhicules électriques. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Cécile, c'est 3 millions de véhicules électrifiés. Et c'est important, mais 1,5 million véhicules électriques, parce qu'effectivement, on a lancé cette stratégie de véhicules électriques depuis très longtemps. Mais en l'occurrence, le fait d'avoir des réglementations, une réglementation qui est complètement instable, fait que les consommateurs ne savent pas aujourd'hui quoi acheter. Et ce qui est certain, c'est qu'on n'atteindra pas notre objectif de décarbonation avec une seule technologie. C'est la neutralité technologique qui nous permettra d'atteindre cet objectif de décarbonation. Et on le voit bien avec BMW, puisqu'on est en avance en termes d'électrification. Mais on est aussi performant en termes de véhicules hybrides rechargeables et nous sommes le constructeur le plus en avance par rapport à nos objectifs de décarbonation. Nous sommes dans le train des accords de Paris, donc c'est bien la preuve que l'ouverture technologique, la neutralité technologique permettra d'atteindre ces objectifs. Alors, ce qui est le plus difficile, forcément, c'est de inciter les consommateurs, ou en tout cas les clients, à aller vers l'électrique. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Alors, j'ai vu qu'il y avait un tarif qui était aujourd'hui, équivalent. Les clients savent pas quoi acheter. En fait, ils savent, même les entreprises. En fait, 50% du marché du véhicule neuf, ce sont les entreprises. 50% ce sont des CSP+, donc j'ai des gens plutôt aisés et plutôt âgés aussi, 59 ans, 60 ans de moyenne, et ils savent pas quoi acheter. Et la différence entre BMW et les autres marques, et pourquoi aujourd'hui chez BMW en France nous sommes à 27% de mix 100% électrique, chez Mini on est à 42% à fin octobre. Ce qui est bien, c'est très bien. Comment on a atteint cet objectif ? C'est avec l'offre. On a 90% de nos segments qui sont proposés en véhicule 100% électrique. De la formation, on a lancé notre premier véhicule 100% électrique en 2013 et nous formons nos équipes depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on ne sait pas vendre une voiture électrique sans savoir utiliser une voiture électrique, et toutes nos équipes commerciales utilisent des voitures électriques, ça c'est clair. Et le troisième point, c'est important, c'est ce que vous avez dit Cécile.
c'est la parité en termes de prix. C'est ça. Il est important pour nous qu'un client n'ait pas à subir un prix supérieur pour pouvoir acheter une voiture électrique. Donc oui, une voiture électrique est plus chère qu'une voiture thermique, mais nous avons la parité en termes de coût de détention, en termes de loyer. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter un X1 électrique, un X1 hybride rechargeable ou un X1 essence pour le même loyer. Alors il y a une chose importante parce que vous avez la nouvelle iX3, mais vous jouez également la carte de l'hydrogène avec un nouveau système de pile à combustible qui sera produit en Autriche, à Steyr. Quelle est la stratégie de BMW dans ce domaine ? Mais la stratégie, en fait, elle est Parce que claire. certains disaient que l'hydrogène, ça marcherait pas, etc. Mais alors, certains disent beaucoup de choses. En fait, Qui nous posent la question, on va leur dire. Nous, on a une stratégie qui est stable, qui est pérenne, qui est de travailler sur la diversité technologique. On travaillait aussi sur le développement de la norme Euro 7 pour les véhicules thermiques. Et l'hybride est une solution aussi, pas l'hybride, pardon, l'hydrogène est aussi une solution parce que c'est du zéro émission. Ça permet de conserver une souveraineté industrielle en Europe parce que c'est 90% de matière en moins que de l'électrique à batterie. Et en plus, ça a un avantage, c'est que ça permet de ne pas souffrir de l'hiver. Par exemple, vous savez qu'une voiture électrique à batterie, l'hiver, vous avez moins d'autonomie, exactement. Avec l'hydrogène, c'est pas le cas. Donc en fait, l'hydrogène est complémentaire. Ce sera pas l'unique solution, mais c'est aussi une solution. Et d'ailleurs, on va commercialiser notre premier véhicule hydrogène, l'IX5, en 2028. Et en fait, le principal, c'est de pouvoir offrir la gamme, l'offre la plus large possible. Et on parle de l'hydrogène, on parle de l'électrique à batterie, mais c'est aussi valable pour le carburant renouvelable. Parce qu'il faut savoir qu'on a 40 millions de véhicules en parc, et c'est pas en vendant 300 000 voitures électriques par an, c'est le cas, c'est le volume actuel, 300 000 véhicules électriques par an en France, qu'on arrivera à décarboner 40 millions de véhicules dans le parc. Et on le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'instabilité réglementaire et avec le manque de choix ou le manque de conviction en fait des consommateurs sur l'achat d'un véhicule électrique, mais en fait les émissions de CO2 aujourd'hui stagnent ou augmentent en France, et parce que le parc vieillit. Et il faut savoir que un an d'âge supplémentaire. Ça augmente, même on est quasiment à 12 ans d'âge. Un an d'âge supplémentaire, c'est 15 millions de tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère. Et en fait, il est très clair qu'il faut renouveler le parc, et c'est de cette façon qu'on arrivera à baisser les émissions de CO2. Alors là, vous proposez quelque chose qui est très intéressant, puisque vous demandez une réglementation fondée sur l'analyse du cycle de vie pour comparer finalement les différentes technologies. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais parce que et quand j'ai lu ça, je me dis mais pourquoi on l'a pas fait avant en fait ? Mais en fait, c'est tout simple, c'est qu'une tonne de CO2 émise. Et une tonne de CO2 surtout économisée, c'est une tonne de CO2 économisée, qu'elle soit à la sortie du pot d'échappement ou à la production ou au recyclage. Donc c'est pour ça qu'on dit arrêtons de mesurer à l'émission de CO2. En plus, vous savez qu'une voiture électrique, en fait, si l'électricité est produite par charbon dans certains pays, en fait, ça peut poser un problème. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on dit, et on le dit déjà depuis plusieurs années, travaillons sur la totalité du cycle de vie, et c'est de cette façon qu'on arrivera effectivement à décarboner le transport. Et je vous parlais tout à l'heure d'un an d'âge de parc qui représente 15 millions de tonnes de CO2. C'est un tiers des émissions de CO2 que l'on doit baisser, que le transport en fait doit baisser. Donc en fait, c'est vraiment de cette façon qu'on arrivera à progresser. Vincent Salimon, BMW, c'est une marque passion. Vous avez fait rêver, vous faites encore rêver la planète entière avec vos moteurs thermiques. Pense notamment au V12. Vous avez arrêté de produire il y a 3 ans. Arrêtez de nous faire mal, Philippe David. Comment est-ce qu'on repart à zéro en image de marque quand on quitte tout en thermique pour passer à l'électrique, pour faire connaître ses moteurs, leurs plus, etc. Absolument pas, parce que justement BMW, c'est un héritage, c'est un ADN, que ce soit en motorisation thermique ou en motorisation électrique, parce que nous avons des moteurs spécifiques, des moteurs électriques qui sont spécifiques à BMW, parce que nous avons des batteries qui sont spécifiques à BMW, parce que nous avons des cellules dans les batteries qui sont spécifiques à BMW. Vous parliez de l'X3 tout à l'heure, c'est la 6e génération de batteries. C'est nous qui développons nos batteries, on sous-traite la production effectivement, mais quand vous achetez une BMW électrique, vous avez un modèle unique, un modèle exclusif, et vous trouvez le plaisir de conduire qu'on avait sur le thermique et qu'on a sur l'électrique aujourd'hui. Est-ce que le tout électrique aujourd'hui nous impose une dépendance à l'Asie ?
Alors, très clairement, en tout cas, le tout électrique à batterie. C'est pour ça que l'hydrogène est très fort, parce que l'hydrogène est une alternative, une parce que ça permet de retrouver une souveraineté ou d'économiser une souveraineté et de renforcer la souveraineté européenne. Donc oui, effectivement, l'électrique à batterie nous fait dépendre de l'Asie, alors que le thermique, en fait, l'Europe était très forte sur le thermique, c'était justement notre souveraineté industrielle, et c'est de cette façon, avec ces énergies alternatives, avec ces motorisations alternatives, qu'on arrivera à retrouver notre souveraineté. Sylvain Risser. Non, mais on parle de l'hydrogène, on sait que l'hydrogène vert, c'est compliqué à produire. Par contre, un des atouts de l'hydrogène, c'est qu'un plein d'hydrogène, ça prend le même temps qu'un plein d'essence. En 3 à 5 minutes, vous avez fait un plein d'hydrogène, alors que recharger une batterie de voiture électrique, vous en avez au moins pour 20 à 30 minutes. C'est là quand même un avantage important de l'hydrogène. Et il y a un autre élément important, c'est que l'Europe, parce qu'il faut aussi penser aux infrastructures de recharge, et l'Europe impose à partir de 2030 des stations hydrogène tous les 200 km en Europe. C'est-à-dire que le problème qu'on a eu peut-être sur les infrastructures de recharge pour l'électrique à batterie, on l'aura moins sur l'hydrogène, parce que dans les plans, il y aura ces stations de recharge hydrogène. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec nos deux invités. Vous l'avez entendu, Sylvain Risser, finalement. C'est ça qu'on aime avec Sylvain, c'est qu'il sait répondre à tout. Hein, et puis en plus, il démarre au quart de tour. Ouais. En plus, il est beau. Ça tombe bien. Le truc qui n'a aucun intérêt. Allez, à tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France. Mission. Les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est bien sûr, ça klaxonne, c'est français. On parle de voiture, dis donc. Et encore, il n'y a pas d'insulte dans le jingle. Non. Dis donc. Ça me rappelle, voyez, regardez Salomon, c'est propre, c'est beau, c'est français. Et l'autre qui l'insulte, voyez, Salomon, c'est ça, il est français. Allez, très bien. Avec nos invités, Vincent Salomon qui est avec nous, CEO de BMW Groupe France. On parlait bien entendu de l'électrification. Sylvain Risser est avec nous, rédacteur en chef automobile du Figaro. L'avenir, Vincent Salomon, aujourd'hui de BMW, c'est de sortir peut-être régulièrement des nouveaux modèles ou de thésauriser finalement sur ce qui fonctionne le mieux chez vous. Alors c'est toujours d'innover, et c'est ça qui fait la différence et qui nous permet de nous renforcer par rapport à la concurrence. Donc oui, on a 15 modèles 100% électriques aujourd'hui, on a 40 modèles qui vont sortir d'ici 2027. Philippe en parlait tout à l'heure, la nouvelle BMW X3, c'est 800 km d'autonomie en 100% électrique, c'est plus de 370 km rechargés en 10 minutes. C'est un tiers, en fait, 33% de matière secondaire, parce que c'est important de renouveler le parc, mais de le faire avec de la matière secondaire, parce que c'est ce qui renforce aussi la souveraineté industrielle. Donc oui, l'innovation, elle est indispensable, et c'est ce qui différencie des constructeurs forts comme BMW par rapport à d'autres. Avec de l'expérience à l'intérieur, parce que quand on passe aux Chinois qui nous disent, nous on fait des portables avec des roues autour, est-ce que c'est important aussi d'avoir une expérience dans l'automobile, accès à pas mal de choses? Alors pour deux raisons. La première raison, c'est l'interface avec le client dans la voiture, et je reviens sur la BMW X3 qui sortira en mars 2026. On a un nouvel interface client et qui est un nouvel affichage tête haute, le BMW Panoramic Vision. En fait, c'est un affichage tête haute sur la totalité du pare-brise, totalité de la largeur du pare-brise, qui permet d'avoir les mains sur le volant, les yeux sur la route, sécurité absolue, et un maximum optimal, et avec un maximum d'informations sur le pare-brise, en fait. Donc en fait, oui, il est indispensable de continuer à innover. Alors vous restez avec nous, Vincent Salomon. On va passer tout de suite à la nouvelle Twingo. À la nouvelle Twingo, avec Sylvain Risser. Oui, qui a été présentée la semaine dernière, une présentation qui a fait beaucoup jaser, puisqu'elle est en grande partie conçue en Chine et qu'elle va être construite en Slovénie. Alors, Sylvain Risser, est-ce que c'est la première voiture française, journaliste au Figaro, rédacteur en chef automobile au Figaro, pardon. Lisez-le. Est-ce la première voiture française ou même européenne conçue en majorité en Chine? Peut-être la première, mais pas la dernière. De toute façon, quand on veut faire une voiture électrique aujourd'hui, la Chine est indispensable. C'est devenu le laboratoire du monde pour toutes les technologies électriques. Batterie, moteur, ils ont les terres rares. Donc aujourd'hui, quand on veut aller vite, qu'on veut sortir une voiture à moins de 20 000 euros, comme Renault avec la Twingo, forcément, faut faire appel à la Chine. Alors ils ont ouvert un centre de R&D, de recherche et développement à Shanghai.
Et c'est intéressant parce que je sors du bureau de Gilles Vidal, qui a dessiné la Twingo. La Renault 5 aussi. Et la R5 et la 4L. Et il me disait qu'en fait, tout ce qui a été fait, c'est de travailler avec une équipe resserrée. Ils ont changé la méthodologie, ils ont fait ce qu'on peut appeler des bonnes pratiques. Ils ont travaillé en équipe resserrée avec moins de monde, moins de, on va dire, de strates de hiérarchie, plus de faiseurs et moins de managers, m'a-t-il dit. Et ça a donné ce résultat. Parce que la voiture a été quand même dessinée en France. Elle est quand même développée en partie en France avec des ingénieurs français qui sont allés travailler en Chine. Alors la technologie vient de Chine. Après, elle est produite en Europe, en Slovénie. Pourquoi ? Parce que le coût de la main-d'œuvre est quand même moins élevé. Quand on prend entre les écarts de compétitivité entre la France et d'autres pays européens, si on fabrique la voiture fabriquée en France par rapport à l'Espagne, elle coûte 500 € de moins en Espagne et 1200 € de moins en Slovénie. Ah oui. Donc, et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de débattre pour partir plutôt à la retraite. Alors qu'en Chine, les gens accélèrent, ça travaille de plus en plus vite. On me disait au Salon de Shanghai, un designer m'expliquait que, par exemple, chez MG, il est arrivé, on lui a montré des projets, et il y a une voiture qui lui allait pas. Il a dit, il faudrait changer ci, ça, machin. Il est revenu le lendemain matin, ils avaient fait les changements. En Europe, en France, ça prendrait des mois. Il faudrait demander aux supérieurs si on peut faire le changement éventuellement. Les Chinois vont très très vite et c'est pour ça que Renault est allé chercher les compétences en Chine. Vous parliez des ingénieurs, Sylvain Resser, il y a quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore compétitifs par rapport à ce qui se passe à l'étranger ? Oui, parce que on a quand même... les gens savent, mais... On a de très bons ingénieurs en France, mais ce que disait François Provost il y a quelques semaines, qui est le nouveau patron de Renault, disait qu'il faut peut-être changer la méthodologie. Il faut changer la méthodologie. Mais on a des très bons ingénieurs en France, en Europe, en Allemagne, partout. En Europe, il y a des très bons ingénieurs. Mais alors, les usines ont massivement quitté la France pour l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, notamment une marque du groupe Renault, Dacia, et la Chine. Est-ce que les centres d'ingénierie vont pas, eux aussi, quitter l'Europe ? Parce que on a un centre de R&D en Chine où un ingénieur est beaucoup moins cher, mais peut-être que demain, ils iront en Inde où les ingénieurs indiens, qui seront a priori très bons, seront encore moins chers que les Chinois. Est-ce que ça risque carrément de faire disparaître l'automobile de A à Z, conception à production en France ? Non, je crois pas, parce que justement, le pari de Renault, c'est que les ingénieurs s'inspirent des méthodes et des pratiques qui sont mises en place en Chine pour... C'est génial, à l'époque, c'est les Chinois qui copiaient les Européens, maintenant, ça va être le contraire. Pour les importer et faire la même chose en France. Donc je crois pas que demain tout sera délocalisé en Chine. Qu'est-ce qu'on a que Vincent Moi, je suis convaincu que non, demain tout ne sera pas délocalisé parce que, et on le voit chez BMW en fait, la force du développement de BMW, elle est en Europe, elle est à Munich, elle est en Allemagne. Alors oui, effectivement, il y a les centres de design, on a dit, il y a les centres de design aux États-Unis, mais pourquoi ? Parce que un constructeur global doit écouter, et c'est bien ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute pas le consommateur, et un constructeur global doit écouter le consommateur sur la totalité des régions, des continents. Donc il est important d'être présent partout. Mais la force du BMW Group, c'est d'être en Allemagne. Mais surtout BMW, vous avez quand même une valeur ajoutée très supérieure à ce qu'une marque comme Renault ou Peugeot, par exemple. Il faut être objectif. Alors je ne vais pas parler des concurrents, mais effectivement, on en parlait tout à l'heure, le plaisir de conduire, les spécificités, BMW, Mini, Motorrad, Rolls-Royce, effectivement, on les a, et les centres de compétences pour Rolls-Royce en Angleterre, mais il est important d'avoir ce cœur de développement des constructeurs. Mais ce qui allez-y. Après, je ne sais pas si on peut comparer une Twingo qui va être vendue à moins de 20 000 € avec un produit comme BMW qui est quand même plus haut de gamme, qui a plus de technologie. D'où ma question. Et là, clairement, Renault cherche un prix plancher pour proposer une voiture à moins de 20 000 €. Donc, ils sont allés chercher les technos disponibles en Chine sur les étagères. Ils ont pris les technos disponibles immédiatement. Qu'on pouvait installer immédiatement dans la voiture et développer en un temps record. Est-ce qu'ils ont développé la voiture en 2 ans ?
c'est aussi un des enjeux des constructeurs aujourd'hui, c'est d'aller très très vite. Il aurait fallu le double de temps en France. Probablement, ou au moins 3 ans. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller très très vite. Les Chinois font des voitures en moins de 2 ans, donc il faut... Voilà. Mais Vincent Salimon, est-ce que c'est là qu'il y a peut-être une carte à jouer, de se dire que les Chinois arrivent avec des voitures, vous jouez sur le temps long, c'est-à-dire vous jouez sur une expertise et une expérience de très longtemps, donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des Chinois. Peut-être que demain on va se réveiller, on va se dire mais en fait ça tient pas du tout la route. Il est surtout important de ne pas changer de stratégie en permanence, en fait, et on le voit. Il y a 5-6 ans, la grande mode, c'était d'aller sur le 100% électrique, j'arrête le thermique. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas du BMW Group. On a été plutôt critiqué à l'époque. Oui, c'est vrai. Et maintenant, tout le monde se félicite de voir que le BMW Group a une gamme multi-technologique, que nous avons la possibilité de proposer un maximum de moteurs, et même l'hydrogène, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sur des nouvelles technologies, et il est important d'avoir effectivement ce temps long, c'est notre force, d'avoir des actionnaires pérenne, une famille qui a près de 50% du capital, qui regarde pas uniquement le cours de l'action de la veille, mais qui regarde l'avenir de la mobilité et l'avenir d'une mobilité plus responsable et plus durable. Ce qui est important, Sylvain, aujourd'hui, c'est de se dire que il faut de la place pour tout le monde, finalement, du choix. C'est-à-dire que les clients BM resteront des BM. C'est toujours intéressant d'avoir des clients qui arrivent, mais il y a une fidélité à des marques pérennes et quand même patrimoniales, j'ai envie de dire, même si elles sont pas françaises, plutôt que les voitures chinoises où on n'a pas de lien ou d'appétence ou de lien émotionnel, en fait. Oui, je pense que les marques historiques comme BMW ou d'autres qui ont quand même plus de 100 ans d'existence ont des atouts indéniables. Il y a un patrimoine, il y a une histoire, il y a plein de choses derrière. C'est solide. C'est solide. Les Chinois arrivent, il n'y a pas d'histoire derrière. Ils ont tout à construire. C'est sûr qu'ils ont des produits qui aujourd'hui sont globalement assez satisfaisants. Mais je me souviens quand les Japonais sont arrivés, tout le monde a dit oh là là, attention. Après ça a été les Coréens, oh là là, attention. Et maintenant c'est les Chinois. Bon. Voilà. Finalement, les Européens et les Occidentaux ont montré qu'ils savaient relever le défi. Et oui, une petite chose rapide, c'est qu'on oublie aussi la relation humaine dans l'utilisation du véhicule, et notamment la relation avec toutes les équipes des concessions. Et il faut savoir que BMW, aujourd'hui, c'est 8000 personnes en France. 8000 personnes qui... avec à long terme, une vision long terme, un vrai contact, une présence, et le service client est clé dans l'automobile, on le sait. Merci beaucoup Vincent Salimon, CEO de BMW Group France, et merci beaucoup Sylvain Resser, rédacteur en chef automobile au Figaro. Et dans un instant, on vit pas dans la même France. Moi je vous le dis, c'est comme ça tous les soirs avec Magali Berda. Bonsoir Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir. C'était bien hier et ce sera bien ce soir. Alors ce soir ça va être comment vous savez? Parce que j'ai regardé le programme. Alors ce soir on vit pas dans la même France. La question c'est la paix entre Israël et la Palestine est-elle possible? Et pour ce débat, on reçoit Franck Tapiro, qui est publicitaire français, qui va débattre avec Thomas Guénolé, qui est politologue. C'est ça, hein, je le dis bien. C'est ça. Politologue, voilà, qui revient de la flottille de Gaza. Absolument. Alors, si vous voulez participer à ce débat... Il se lève, il part vite en courant. Vos invités, Cécile, s'enfuient. 0826 300 300 si vous voulez participer à ces émissions. Et nous, on en profite pour remercier nos équipes. Maxime qui reste, mais merci beaucoup Maxime. Merci Justine. Merci Aude. Merci François-Louis. Merci notre ami Antoine. Voilà, Philippe, on se retrouve demain à partir de 18h. Avec un immense plaisir. Avec un immense plaisir. Passez une très belle soirée. Merci de votre fidélité. À demain. Et tout de suite, Magali Berda. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.